Lors de mon anniversaire, mes parents ont verrouillé ma maison et ont déménagé à Hawaï. Alors que je décorais ma chambre pour la fête, maman a envoyé un message textant se moquant de moi: « Nous avons abandonné ton anniversaire bon marché, va célébrer sur le trottoir. » Je ne suis jamais retourné à la maison, mais des semaines plus tard, ils sont revenus en s'attendant à me trouver brisé. Mais la réalité choquante les a laissés sans voix. Je m'appelle Chloé Vance et j'ai 26 ans. On dit que le 25e anniversaire est une étape importante, un quart de siècle de vie qui mérite d'être célébré avec les personnes qui vous ont mis au monde. Pour moi, ce fut le jour où j'ai réalisé que les liens du sang ne font pas de vous une famille. Cela fait simplement de vous une cible. C'était un mardi à Seattle, le genre de jour où la brume s'accroche aux conifères et où l'air a le goût du fer froid. Je me garais dans l'allée de la belle maison de style colonial de 4 chambres dans la banlieue, celle avec la pelouse bien entretenue et le porche enveloppant. Mon siège arrière débordait de sacs du magasin, de ballons dorés scintillants, d'une banderole de joyeux anniversaire et d'assez de plats de traiteur gastronomique pour nourrir 20 personnes. J'avais passé 3 semaines à planifier cela. Je voulais juste, pour une fois, que mes parents me voient, qu'ils reconnaissent la vie que j'avais construite. Je suis sorti de ma voiture, équilibrant 3 lourds sacs de décoration, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai mis la main dans mon sac à main, j'ai sorti ma clé et je l'ai glissée dans la serrure. Elle n'a pas tourné. J'ai réessayé, en secouant la poignée, pensant que le temps humide avait peut-être fait gonfler le bois. Rien. C'est alors que je l'ai remarqué. La serrure n'était pas coincée. Elle était différente. Un tout nouveau pêne dormant de haute sécurité brillait sous la lumière du porche. Mon cœur a fait un lent et lourd roulement dans ma poitrine. Puis j'ai regardé vers la gauche. Caché derrière les buissons d'hortensia se trouvait un panneau immobilier. Un autocollant rouge vif indiquant que la maison était louée était collé sur le devant d'un panneau que je n'avais jamais autorisé. Ping. Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai laissé tomber les sacs de ballons. Ils ont dérivé lentement sur le trottoir mouillé comme des rêves mourants, et j'ai sorti mon appareil. C'était une photo de ma mère, Sarah. Elle et mon père, Richard, étaient assis sur du sable blanc, trinquant avec des cocktails aux couleurs néon, avec l'océan turquoise de Moïse s'étendant derrière eux. Ils avaient l'air radieux. Ils avaient l'air libres. Sous la photo se trouvait un message texte qui a fait l'effet d'un coup physique. Nous avons déménagé à Hawaï, Chloé. Nous avons décidé qu'il était enfin temps de vivre pour nous-mêmes. Nous avons vendu la maison et laissé ta fête d'anniversaire bon marché et désespérée derrière nous. Puisque tu aimes tant cet endroit, n'hésite pas à célébrer sur le trottoir. C'est là que tu as ta place de toute façon. Ne te donne pas la peine d'appeler. Je suis resté là, seul dans la bruine, à regarder la maison qu'ils pensaient venir de vendre dans mon dos. La plupart des gens se seraient effondrés. La plupart auraient crié. Mais alors que la pluie froide commençait à tremper mon manteau, je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas tremblé. J'ai juste regardé la nouvelle serrure et j'ai laissé échapper un petit rire froid. Parce que mes parents avaient oublié un détail très important. Vous ne pouvez pas vendre une maison que vous ne possédez pas. Et ils étaient sur le point de découvrir que le trottoir était un endroit très dangereux pour laisser quelqu'un qui détenait tous les reçus. J'ai grandi dans une maison qui ressemblait moins à un foyer qu'à un musée dédié à un dieu que je ne vénérais pas. Mon frère aîné, Austin. Notre maison de style colonial dans la banlieue huppée de l'Oregon était remplie de souvenirs encadrés d'or. Mais si vous marchiez dans ces couloirs, vous auriez eu du mal à trouver la moindre trace de moi. Il y avait Austin remportant le championnat de l'État. Il y avait Austin lors de sa remise de diplôme de l'université d'élite de Yale, flanqué de mes parents rayonnants, Sarah et Richard. Il y avait Austin recevant les clés d'une toute nouvelle voiture de marque BMW argentée pour son 16e anniversaire. Et puis, il y avait moi. J'étais la fille à l'arrière-plan de la carte de Noël familiale de l'année 2008, légèrement floue, portant un pull d'occasion car, comme le disait ma mère, l'éducation d'Austin est un investissement. Tes vêtements ne sont qu'une dépense. Mes parents n'avaient pas seulement un enfant préféré, ils avaient un plan d'affaires, et Austin en était le directeur général. Je n'étais que la stagiaire non rémunérée de la famille Vance, destinée à n'être vue que lorsqu'une corvée devait être faite, et entendue que lorsqu'on me disait à quel point j'étais une déception. Pendant qu'Austin était envoyé dans des écoles préparatoires d'élite, on me disait que l'école publique locale était parfaitement bien pour quelqu'un avec mes ambitions limitées. Quand j'ai eu 16 ans, je me suis découvert une passion qui faisait battre mon cœur, l'immobilier et la technologie.
Je passais mes nuits dans la lueur d'un écran d'ordinateur portable fissuré, apprenant à programmer et étudiant les tendances du marché immobilier dans le nord-ouest du Pacifique. Je ne voulais pas de poupées ou de sacs de créateurs. Je voulais comprendre comment les empires se construisaient. Je me souviens avoir montré à mon père un petit site internet que j'avais créé et qui suivait les ventes aux enchères de logements locaux. Il n'a même pas levé les yeux de son journal. C'est un passe-temps mignon, Chloé, a-t-il dit, sa voix dégoulinante de ce rejet désinvolte que j'avais appris à détester. Mais tu devrais peut-être te concentrer sur quelque chose de plus féminin. Ou mieux encore, va aider ta mère avec la lessive. Austin a besoin que ses costumes soient repassés pour son stage au cabinet. C'est là que se passe le vrai travail. C'était le thème de ma vie. Le vrai travail d'Austin contre mes passe-temps inutiles. Mes parents ne voyaient pas d'avenir pour moi, alors ils ont décidé d'utiliser mon présent pour eux-mêmes. La première grande trahison s'est produite lorsque j'ai eu 21 ans. J'avais occupé 3 emplois pendant mes études au collège communautaire, serveuse, tutrice et une équipe de nuit dans un centre d'assistance technique, économisant chaque centime. J'avais une cote de crédit de 790 parce que j'étais méticuleuse. J'étais prudente. Je construisais des fondations qu'ils ignoraient. Un soir, mon père m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Il avait l'air plus vieux, fatigué, ses mains tremblant légèrement. Ma mère était derrière lui, s'épongeant les yeux avec un mouchoir en soie. L'entreprise familiale est en difficulté, Chloé, a-t-il chuchoté. Un mauvais investissement. Nous risquons de tout perdre. La maison, les voitures. La dernière année d'études supérieures d'Austin. Nous avons besoin d'un prêt relais, mais notre crédit est au maximum à cause de l'expansion. Ma mère s'est penchée et a serré mon épaule. Tu es la seule à avoir un dossier de crédit propre, chérie. Tu es notre seul espoir. C'est juste une signature. Nous paierons chaque centime des versements mensuels. Nous sommes une famille. Nous faisons cela les uns pour les autres. J'avais 21 ans. Je voulais être aimé. Je voulais enfin compter pour eux. Alors, j'ai signé. J'ai signé pour un prêt de 60 000 $ en pensant que je sauvais ma famille. Je ne sauvais pas la famille. Je finançais le mode de vie d'Austin. 2 mois plus tard, j'ai trouvé un reçu dans la poubelle pour une montre de luxe d'une valeur de 10 000 $. Une semaine après cela, des photos ont fait surface sur les réseaux sociaux d'Austin et de mes parents lors d'un voyage de célébration sur la Côte d'Azur. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient à distance pour sauver l'entreprise. En réalité, ils dépensaient l'argent auquel j'avais légalement lié mon avenir. Quand je les ai confrontés, ma mère a ri. Ne sois pas si dramatique, Chloé. Nous gérons les finances. Tu ne comprendrais pas les complexités des affaires de haut niveau. Concentre-toi simplement sur tes petits projets informatiques et reste à ta place. Je suis resté à ma place, très bien, mais j'ai commencé à conduire plus vite. J'ai compris alors qu'ils ne rembourseraient jamais ce prêt. J'ai passé les 4 années suivantes à vivre dans un petit appartement qui sentait le carton humide et le vieux café, mangeant des nouilles instantanées pour pouvoir effectuer les paiements mensuels de 600 $ sur un prêt dont je n'avais jamais dépensé un centime. Mon crédit était mon seul billet pour sortir de leur monde, et je refusais de les laisser le détruire. Mais le schéma d'effacement allait plus loin que l'argent. C'était le vide émotionnel dans lequel ils m'avaient laissé. Chacun de mes anniversaires était une note de bas de page. Le jour de mon 21e anniversaire, l'année même où j'ai signé ce prêt prédateur, ils ont oublié d'acheter un gâteau. Ils m'ont dit qu'ils étaient trop stressés par la crise de l'entreprise. Mais 3 semaines plus tard, ils ont organisé un gala pour la remise de diplôme d'Austin qui a coûté plus cher que tous mes frais de scolarité universitaire. J'ai passé mon 21e anniversaire au centre d'assistance technique, à faire un double quart de travail, à manger une barre de céréales rassis et à regarder la pluie frapper la fenêtre. Ils me disaient que j'étais mauvaise avec l'argent chaque fois que je refusais de prêter 100 $ de plus à Austin. Ils m'appelaient froide et imprévisible parce que j'avais cessé de venir à leur dîner du dimanche, où le seul sujet de conversation était la dernière promotion d'Austin. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que pendant qu'ils se moquaient de mon passe-temps informatique, je construisais l'entreprise Meridian Tech. J'acquérais discrètement des propriétés en difficulté en utilisant les mêmes compétences qu'ils qualifiaient d'inutiles. J'étais l'associée silencieuse de la société immobilière qui rachetait lentement la dette des promoteurs à petite échelle avec lesquels mon père travaillait auparavant. À l'âge de 25 ans,
j'avais remboursé cette dette de 60 000 $ en totalité. J'avais construit une ligne de crédit qui pouvait acheter tout leur quartier. J'avais déménagé à Seattle et accepté un poste de haut niveau dans une entreprise où mon nom signifiait réellement quelque chose. Et pourtant, quand je les ai appelés pour partager mon succès, la seule réponse de ma mère a été « C'est bien, ma chérie. Au fait, Austin cherche un nouvel appartement en ville. Puisque tu t'en sors bien, tu pourrais peut-être l'aider avec la mise de fonds. Il est la vedette de la famille après tout. Son succès rejaillit sur nous tous. » C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être leur fille et que je suis devenu leur propriétaire. J'avais été la fille invisible pendant 26 ans. Je les avais regardés verser de l'or sur le fils qui ne faisait rien d'autre que prendre, tout en jetant des pierres sur la fille qui ne faisait rien d'autre que pourvoir aux besoins. Ils pensaient avoir vendu la maison à Seattle pour déménager à Hawaï. Ils pensaient avoir enfin échappé au fardeau de ma présence. Mais alors que je me tenais sur ce trottoir sous la pluie de Seattle, en regardant le message moqueur de ma mère, j'ai réalisé qu'ils avaient commis leur dernière erreur. Ils avaient passé des années à m'effacer de leur vie, sans jamais se rendre compte que c'était moi qui tenais la gomme. Ils m'avaient enfermé hors de la maison, mais ils ne se rendaient pas compte que j'étais celle qui possédait le terrain sur lequel elle reposait. Le fils en or était sur le point de perdre son éclat, et la fille invisible était sur le point de devenir la seule chose qu'il pourrait voir. Il y a 2 ans, mon père m'a appelé, la voix tremblante d'un désespoir répété qui aurait remporté une récompense cinématographique. Ils étaient en train de perdre la maison familiale dans l'Oregon. De la malchance, l'appelait-il. Une série de changements malheureux sur le marché, a ajouté ma mère. En réalité, ils avaient passé la dernière décennie à traiter la valeur nette de leur maison comme un distributeur automatique de billets personnels pour financer les entreprises en échec et le style de vie luxueux d'Austin. Ils se noyaient, et une fois de plus, ils s'attendaient à ce que je sois leur gilet de sauvetage. Mais j'étais fatigué d'être utilisé. J'avais passé des années à construire mon propre empire, loin de leur ombre toxique. J'étais maintenant une cadre supérieure et une associée silencieuse chez Vance Global, une société d'investissement immobilier axée sur la technologie à Seattle. Ils ne le savaient pas. Pour eux, j'étais toujours la fille du centre d'assistance technique qui avait eu la chance d'obtenir un salaire décent. J'ai décidé alors que je les aiderais, mais ce ne serait pas un cadeau. Ce serait une leçon. Je vais vous trouver un endroit à Seattle, leur ai-je dit, près de moi. Je m'occuperai de la compte et du financement. Vous n'aurez qu'à emménager et à l'entretenir. Ils sont arrivés à Seattle avec le sentiment d'avoir tous les droits de la royauté. Je leur ai montré la belle maison coloniale, celle d'où je venais d'être exclu. Leurs yeux se sont illuminés de cupidité. Pour m'assurer de leur coopération et faire en sorte qu'ils se sentent en contrôle, j'ai laissé mon père s'occuper de ce qu'il pensait être les derniers papiers de propriété. Il pensait signer un acte qui mettait la maison à son nom et à celui de ma mère. En réalité, mes avocats chez Vance Global avaient structuré la transaction comme une fiducie de domaine viager. J'étais la nue propriétaire et la véritable propriétaire légale. Ils n'étaient que des locataires autorisés à y vivre tant qu'ils respectaient certaines conditions. Des conditions que mon père était trop arrogant pour lire dans les petits caractères. Il a vu un dossier avec des lettres dorées en relief et s'est pris pour le roi de Seattle. Je l'ai laissé y croire. J'avais besoin qu'ils se sentent en sécurité pour qu'ils révèlent leur vraie nature. Pendant 2 ans, j'ai payé les taxes foncières. J'ai payé l'assurance. J'ai même payé les paysagistes qu'ils insistaient pour embaucher afin de maintenir les apparences avec les voisins. Pendant tout ce temps, j'ai gardé ma vie professionnelle totalement secrète. Ils n'ont jamais visité mon bureau. Ils n'ont jamais demandé quel était mon titre. Quand j'essayais de parler de ma journée, ma mère m'interrompait pour me parler du nouveau cabinet de conseil d'Austin qui avait besoin d'un autre prêt relais de 5 000 $. Puis, il y a 3 mois, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans mon compte d'investissement secondaire, celui que j'avais mis de côté comme fonds d'urgence pour la famille, juste au cas où mes parents tomberaient vraiment malades. L'argent disparaissait. 5 000 par-ci, 10 000 par-là. J'ai retracé les retraits. Ma mère avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à accéder au compte en se faisant passer pour moi au téléphone, en utilisant mon numéro de sécurité sociale, qu'elle avait conservé de mes actes de naissance. Et en répondant aux questions de sécurité concernant mon premier animal de compagnie et la rue de mon enfance. Ils ne vivaient pas seulement dans ma maison gratuitement. Ils me volaient activement pour financer la dernière entreprise commerciale d'Austin à Hawaï.
Ils pensaient que j'étais trop occupé par mes passe-temps informatiques pour m'en rendre compte. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque j'ai planifié ma fête pour mon 25e anniversaire. Je voulais leur donner une dernière chance d'être une famille. Je les ai invités, je leur ai dit à quel point cela comptait pour moi, et je leur ai même dit que j'avais une grande annonce à faire. J'avais l'intention de leur dire que j'effaçais leurs dettes et que je leur donnais officiellement une part des dividendes de mon entreprise. Je voulais être la personne la plus noble. Au lieu de cela, ils ont vu l'invitation comme une opportunité. Ils n'ont pas vu une fille tendre la main. Ils ont vu une distraction. Pendant que j'étais occupé à me coordonner avec les traiteurs et les décorateurs, ils étaient occupés à faire leurs valises. Ils ont utilisé le reste de l'argent volé de mon fonds d'urgence pour rembourser les dettes d'Austin à Maui et acheter 3 billets de première classe pour Hawaï. Mais ils ont fait quelque chose d'encore plus sinistre. Ils ont contacté un agent immobilier louche dans mon dos. Comme ils croyaient être propriétaires de la maison, ils ont essayé de faire une location avec option d'achat de la propriété à un tiers, prenant un énorme dépôt en espèces sous la table. Ils ont essentiellement essayé de vendre ma propriété dans mon dos, d'empocher l'argent et de fuir l'État avant que je puisse le découvrir. Ils voulaient me laisser avec une maison vide, un cauchemar légal de locataires illégaux et un trottoir pour dormir. Ils ont programmé leur vol pour qu'ils partent exactement 4 heures avant le début prévu de ma fête. Alors que je me tenais là sur ce porche humide de Seattle, regardant le panneau de location et la nouvelle serrure, toute l'étendue de leur trahison s'est enfin cristallisée. Ils n'avaient pas seulement oublié mon anniversaire. Ils avaient essayé de supprimer ma vie. Ils voulaient que je trouve les portes verrouillées et les comptes bancaires vidés pendant qu'ils trinquaient à leur nouveau départ avec ma richesse volée. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que la fille invisible avait enfin été déjouée par le fils en or et ses brillants parents. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que chaque mouvement qu'ils faisaient avait été signalé par l'équipe de sécurité de mon entreprise. Je les regardais vider ce compte depuis des mois. Je les avais laissés faire. Pourquoi? Parce que dans l'État de Washington, le montant qu'ils ont volé et le bail frauduleux qu'ils ont signé ne faisaient pas seulement d'eux de mauvais parents, cela faisait d'eux des criminels. Et j'étais sur le point de m'assurer que leur paradis à Hawaï se transforme en un purgatoire légal. Avant de révéler comment j'ai transformé leur trottoir en mon trône, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà été trahi par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Avez-vous déjà vu votre propre famille essayer d'effacer votre dur labeur? Si cette histoire vous interpelle, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à donner vie à plus d'histoires de justice et de résilience. Laissez un commentaire ci-dessous. Si vos parents vendaient votre maison et vous laissaient dans la rue, vous retourneriez-vous un jour? Maintenant, revenons aux affaires. Je ne me suis pas dirigé vers le bord du trottoir. Je n'ai pas cherché un morceau de carton sur lequel m'asseoir. Et je n'ai certainement pas versé une larme pour la maison dont je venais d'être exclu. Au lieu de cela, je suis retourné à ma voiture de la marque Tesla gris anthracite, la pluie glissant sur son revêtement en céramique comme les insultes de mes parents glissaient sur mon âme. Je me suis assise sur le siège du conducteur, l'odeur du cuir cher et du bois de cèdre remplissant mes poumons, un contraste saisissant avec l'air humide et froid du trottoir qu'ils m'avaient assigné. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé à nouveau la photo d'eux à Maui. Ils riaient. Ils avaient l'air d'avoir gagné à la loterie. Ils ne réalisaient pas que dans mon monde, le monde de l'immobilier à enjeux élevés et de la technologie algorithmique, ils n'avaient pas seulement commis un faux pas social. Ils avaient déclenché un protocole de défense systémique. J'ai conduit vers le centre-ville de Seattle, les lumières de la ville se reflétant sur le trottoir mouillé comme des diamants brisés. Je ne suis pas allé dans un hôtel. Je suis allé au seul endroit où j'étais la seule personne qui comptait. Le siège social de Vance Global. Alors que je me garais dans le stationnement souterrain des cadres, les gardes de sécurité ont réajusté leurs cravates. Ils ne voyaient pas une fille invisible. Ils voyaient l'associée silencieuse qui détenait les clés de leur pension. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au 42e étage. Le bureau était calme, le seul son étant le bourdonnement du système de chauffage et de climatisation et les sirènes lointaines de la ville en contrebas. Je me suis assise à mon bureau en acajou, les toits de Seattle s'étendant derrière moi à travers des baies vitrées allant du sol au plafond. J'ai ouvert mon ordinateur portable crypté et j'ai commencé à creuser. Je savais qu'il volait dans mon fonds d'urgence. Mais alors que je menais l'audit jury comptable de la fiducie patrimoniale de mon grand-père, celle qu'il croyait verrouillée jusqu'à ce que j'aie 30 ans, j'ai senti une rage froide s'installer dans mes os.
Ils n'avaient pas seulement pris 10 000 ou 20 000. Ils avaient tenté de liquider un segment de 430 000 $ du portefeuille en falsifiant ma signature sur un document de procuration qu'ils avaient déniché dans ma chambre d'enfant. Tout comme les histoires que j'avais entendues sur d'autres familles qui considéraient leurs enfants comme des comptes bancaires, mes parents considéraient mon dur labeur comme leur héritage personnel. Ils avaient utilisé cet argent pour rembourser les dettes de jeux d'Austin à Las Vegas et acheter leur entrée dans une communauté de retraite haut de gamme à Hawaï. Ils pensaient que le domaine viager que je leur avais donné sur la maison de Seattle était un acte de propriété permanent. Ils pensaient pouvoir la louer, prendre un dépôt en espèces de 50 000 $ d'une famille sans méfiance et disparaître. À 2:00 heure du matin, j'ai appelé Marcus Thorne. Marcus n'était pas seulement un avocat. C'était un requin spécialisé dans la fraude fiduciaire et la criminalité en col blanc. Il a répondu à la première sonnerie. « Chloé » a-t-il dit, sa voix graveleuse mais tranchante. Je regarde les alertes sur la fiducie Vance. As-tu autorisé un transfert vers un compte de la Banque de Hawaï? Non, Marcus, ai-je répondu, m'adossant à ma chaise, regardant la brume rouler sur la tour Space Needle. Je me tiens sur le trottoir sur lequel ils m'ont laissé. Ils ont changé les serrures de la maison coloniale. Ils ont essayé de la louer dans mon dos, et ils sirotent actuellement des cocktails à Moï à mes frais. C'est un crime, Chloé, a dit Marcus. En fait, c'est environ 4 crimes. Fraude, détournement de fonds, falsification et location illégale d'une propriété que vous ne possédez pas. Je peux faire rédiger les mandats d'arrêt d'ici le matin. Non, ai-je chuchoté. Pas encore. Je veux qu'ils se sentent à l'aise. Je veux qu'ils défacent leurs valises dans cet appartement cher qu'ils ont loué. Je veux qu'ils aient l'impression d'avoir enfin échappé à mon fardeau. Laissez-les passer la première semaine de leur nouvelle vie à penser qu'ils sont intouchables. Et puis ai-je ajouté, je veux que tu gèles chaque carte, pas seulement celle qu'ils ont volée, chaque ligne de crédit associée à mon nom. Je veux révoquer le domaine viager sur la maison de Seattle immédiatement. Le bail qu'ils ont signé est invalide, et je veux que l'argent de la caution soit gelé sur le compte de garantie afin que les victimes puissent récupérer leur argent. Je vais faire en sorte que leur paradis ressemble à une très petite et très chère prison. Les 3 semaines suivantes furent un flou d'exécution froide et calculée. Pendant que mes parents publiaient des photos de couchers de soleil et de dîners coûteux, je dominais le marché de Seattle. J'ai finalisé l'acquisition d'une entreprise technologique pour laquelle Austin avait désespérément essayé d'obtenir un entretien il y a 6 mois. J'ai fait passer l'intégration de l'intelligence artificielle de Vance Global à sa phase suivante, un projet d'une valeur de plus de 150 millions de $. Chaque matin, je recevais une notification sur mon tableau de bord privé. Tentative de transaction au Moï Grill, refusée. Tentative de transaction à la boutique de la Crique du Paradis, refusée. Je pouvais presque voir le visage de ma mère rougir à la caisse, son sourire compatissant remplacé par un regard de panique absolue alors qu'elle disait au commis, « Il doit y avoir une erreur ». Je pouvais voir mon père, Richard, transpirer dans la chaleur tropicale, essayant d'appeler la banque, et réalisant que ses codes d'accès avaient été modifiés. Je construisais mon empire plus haut que jamais, devenant la plus jeune directrice générale du Nord-Ouest du Pacifique à faire la couverture du magazine Business Insider. Je suis resté dans mon bureau au dernier étage, travaillant 20 heures par jour, alimenté par une décennie à m'entendre dire que je ne comptais pas. Je ne travaillais plus seulement pour l'argent. Je travaillais pour le moment où la fille invisible deviendrait la seule personne qui pourrait les sauver. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant la marque des 3 semaines. Il y avait un message vocal de ma mère. Sa voix n'était plus moqueuse. Elle était stridente, désespérée et craquelée par la peur. Chloé, réponds au téléphone. Quelque chose ne va pas avec les comptes. Les cartes ne fonctionnent pas, et le gérant de l'appartement dit que le loyer n'a pas été payé. Nous sommes à Hawaï pour l'amour de Dieu. Nous n'avons aucun moyen de payer le vol de retour. Appelle-nous tout de suite. Tu nous dois bien ça après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai supprimé le message sans y répondre. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils pensaient toujours que c'était moi qui leur devais quelque chose. Ils revenaient à Seattle. Je savais qu'ils le feraient. Ils reviendraient en s'attendant à me trouver brisé sur ce trottoir, prêt à implorer leur pardon pour qu'ils puissent m'aider à gérer mes actifs restants. Ils revenaient en s'attendant à trouver une mendiante. Ils étaient sur le point d'entrer dans une salle de conférence et de trouver une reine qui avait déjà signé leur avis d'expulsion de la famille. J'ai regardé l'horloge.
Il était temps. J'ai appelé Marcus. Thorne, ils atterrissent à l'aéroport de Seattle dans 4 heures. Sécurise le bâtiment et assure-toi que l'équipe de sécurité a leurs photos. S'ils essaient d'entrer dans la maison de Seattle, ils trouveront la police qui les attendra. S'ils viennent au bureau, eh bien, laisse-les entrer. Je veux voir l'expression de leur visage quand ils réaliseront à qui appartient vraiment le trottoir. Le vol de Moïse à Seattle prend environ 6 heures, mais pour Sarah et Richard Vance, cela a dû ressembler à un voyage vers la potence. Je le sais parce que j'ai suivi leur vol. Je savais exactement quand ils ont atterri, et je savais qu'ils n'avaient pas pris un taxi de luxe. Ils se sont tenus sous la pluie, attendant la navette bondée de l'aéroport, leurs bagages de créateurs semblant déplacés parmi les voyageurs fatigués. Ils étaient fauchés, leur fond volé gelé, leur fierté blessée, mais leur cœur était encore plein d'un type de poison très spécifique. La croyance qu'ils m'étaient toujours supérieurs. Alors qu'ils se dirigeaient vers la banlieue, je pouvais presque imaginer leur conversation. Ma mère a probablement ajusté son foulard en soie et a dit « Ne t'inquiète pas, Richard. Chloé sera tellement désespérée maintenant qu'elle fera tout ce que nous dirons. Nous la trouverons grelottant au coin d'une rue et nous lui offrirons une seconde chance après qu'elle nous aura donné les identifiants de ses comptes principaux. » Bien sûr, ils croyaient vraiment que parce qu'ils m'avaient enfermé dehors, j'avais tout simplement cessé d'exister en tant qu'être humain fonctionnel. Ils me considéraient comme un personnage de leur pièce de théâtre, un personnage qui n'avait un scénario que lorsqu'il le permettait. Ils sont arrivés à la maison coloniale à 16:00 heure. La pluie tombait à verse, un après-midi gris typique de Seattle. Ils s'attendaient à voir le panneau de location toujours là, ou peut-être la maison vide et attendant que leur locataire paie ce dépôt sous la table. Au lieu de cela, ils ont trouvé une fourgonnette bleu vif dans l'allée. Il y avait des jouets d'enfants sur le porche, un tricycle rouge et une pile de bottes de pluie. Les rideaux étaient différents. La maison avait l'air habitée, chaleureuse et totalement fermée pour eux. Richard a frappé à la porte. Un homme a ouvert. Un inconnu, un ingénieur en logiciel nommé David, qui avait légalement loué la maison à Vance Global 3 semaines plus tôt. « Puis-je vous aider ?» a demandé David, l'air confus de voir les 2 personnes âgées trempées et en colère sur son porche. « C'est ma maison », a crié Richard, son visage virant à une teinte violette dangereuse. « Qui êtes-vous ? Où est ma fille ? » « Je ne sais pas qui est votre fille, » a répondu David calmement, attrapant déjà son téléphone. « Mais j'ai un bail valide avec Vance Global. Si vous ne quittez pas ma propriété, j'appelle la police. » L'expression sur le visage de ma mère lorsque la porte s'est claquée devant elle valait chaque centime que j'avais dépensé en frais juridiques. Ils étaient sans abri. Le piège qu'ils m'avaient tendu s'était refermé sur leurs propres chevilles. Ils n'avaient pas d'argent, pas de maison, et leur fils en or, Austin, évitait actuellement les appels des agents de recouvrement à Hawaï. Il n'y avait plus qu'un seul endroit où aller. Ils savaient que je travaillais dans une entreprise au centre-ville de Seattle. Ils ne connaissaient pas mon titre, et ils ne savaient certainement pas que je la possédais, mais ils se souvenaient du nom, Vance Global. Ils pensaient pouvoir y aller, trouver mon petit bureau et exiger que je répare ce gâchis en tant que leur fille. Ils sont arrivés au siège social de Vance Global à 17:30 heures. Ils ressemblaient à des fantômes, mouillés, hagards et désespérés. Ils ont marché dans le hall, une cathédrale de verre, d'acier et de marbre italien. Ils ont regardé autour d'eux avec un sentiment d'avoir tous les droits qui auraient été drôles s'ils n'étaient pas si pathétiques. « Nous sommes ici pour voir Chloé Vance », a dit ma mère à la réceptionniste. Une jeune femme nommée Sarah, qui avait été informée par mon équipe de sécurité 1 heure plus tôt. « Avez-vous un rendez-vous ?» a demandé Sarah, sa voix professionnelle et dépourvue de la pitié que ma mère attendait clairement. « Je suis sa mère », a lâché ma mère, claquant son sac à main humide sur le comptoir haut de gamme. « Je n'ai pas besoin de rendez-vous pour voir ma propre fille. Dites-lui de descendre ici tout de suite. Elle est dans un département d'informatique, je suppose. Trouvez-la, tout simplement. » À ce moment-là, la rangée d'ascenseurs a sonné. Je suis sorti, entouré de 4 de mes hauts dirigeants et de 2 gardes de sécurité en costume sur mesure. Je portais un manteau en laine noire sur un costume de créateur à $3000. Mes cheveux étaient parfaits. Mon expression était de fer. J'avais l'air de la directrice générale d'un empire immobilier de plusieurs milliards de dollars parce que je l'étais. Mes parents se sont figés. Ils m'ont regardé, puis ont regardé les personnes qui m'entouraient, puis m'ont regardé de nouveau.
Ils attendaient que je sorte de mon personnage. Ils attendaient que la fille invisible s'excuse d'être en retard. Chloé, a crié mon père, faisant un pas en avant. Tu es là. Un homme est dans notre maison. Nos cartes sont refusées. Tu dois régler cela immédiatement. Ce n'est pas une façon de traiter tes parents le mois de ton anniversaire. Je me suis arrêté à 5 pieds d'eux. Le hall est devenu silencieux. Chaque employé à proximité s'est arrêté pour regarder. Monsieur et Madame Vance, ai-je dit, ma voix froide et claire. Vous vous introduisez sur une propriété privée. Propriété privée? Ma mère a ri, un son strident et hystérique. Chloé, arrête de jouer à des jeux. Où est ton supérieur? Nous devons parler à la personne responsable ici. Tu es manifestement dépassé par ce travail, quel qu'il soit. Je me suis approché, mes talons claquant sur le marbre comme un compte à rebours. Je suis la personne responsable. Vous vous tenez dans le siège social de Vance Global. J'ai fondé cette entreprise. Je possède ce bâtiment. Et la maison que vous avez essayé de vendre, je la possédais aussi. J'ai révoqué votre domaine viager au moment où vous avez signé ce bail frauduleux. Le silence qui a suivi était absolu. Je pouvais voir les rouages tourner dans la tête de mon père, essayant de trouver un moyen de me rendre responsable de cela. Tu possèdes cela, mais qu'en est-il d'Austin? Il a dit que c'était lui qui avait les contacts à Seattle. Il a dit qu'il allait être un associé ici. J'ai souri. Une ligne fine et tranchante. Austin n'a pas de partenariat. Austin occupe un poste d'analyste de niveau intermédiaire dans l'une de mes filiales. Ou plutôt, il en avait un. Il a été licencié ce matin pour abus de carte d'entreprise. Il semble qu'il ait hérité de votre habitude de dépenser de l'argent qui ne lui appartient pas. Les genoux de ma mère ont fléchi. Elle a cherché le comptoir pour se stabiliser. Mais nous sommes une famille, Chloé. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Nous étions à Hawaï. Nous avions un rêve. Votre rêve a été construit sur mon trottoir, maman, ai-je dit, me penchant pour qu'ils soient les seuls à pouvoir m'entendre. Tu m'as dit de fêter mon anniversaire dans la rue. Tu m'as dit que je ne comptais pas. Eh bien, regarde autour de toi. Ai-je l'air d'être sur le trottoir, ou as-tu l'air d'être celle qui se tient sous la pluie sans nulle part où aller? Tu nous dois bien ça, a rugi Richard, sa voix résonnant sur les murs de verre. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné la vie. Et vous avez essayé de la reprendre, ai-je répliqué. Vous avez volé $50 000 de mes comptes personnels. Vous avez falsifié ma signature. Vous avez commis une fraude immobilière criminelle. Vous n'êtes pas revenu parce que je vous manquais. Vous êtes revenu parce que vous n'aviez plus de mon argent. Je me suis tourné vers mon chef de la sécurité, un ancien soldat qui s'avançait déjà. Veuillez escorter ces personnes hors du bâtiment. Ils sont interdits de toutes les propriétés de Vance Global. S'ils remettent les pieds sur le trottoir devant chez moi, appelez la police et portez les accusations d'intrusion dont nous avons discuté. Chloé, attends, a crié ma mère alors que les gardes les prenaient par les bras. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas faire ça. Je les ai regardés être conduits vers les portes tournantes. J'ai regardé les personnes qu'ils avaient méprisées pendant des années, les travailleurs invisibles du monde, les dévisager avec un mélange de dégoût et de moquerie. Je ne vous ai pas fait ça, ai-je dit alors que les portes commençaient à tourner. Vous vous l'êtes fait à vous-même. Vous avez vendu la seule chose que vous possédiez réellement, ma loyauté. Et le prix était beaucoup trop bas. Alors qu'ils étaient poussés dans la froide bruine de Seattle, je me suis tourné vers mon équipe. Retournons à la réunion. Nous avons beaucoup de travail à faire. J'étais sorti de cette salle de conférence en Rennes. Et ils étaient enfin à leur place, regardant l'empire dont ils auraient pu faire partie à travers un mur de verre qu'ils ne seraient jamais autorisés à traverser à nouveau. L'air dans la salle de conférence exécutive privée était assez épais pour s'étouffer. Mes parents, Sarah et Richard, étaient assis sur le bord des chaises doublées de velours, ressemblant à deux personnes qui avaient été arrachées d'un paradis tropical et jetées dans un bassin de requins. Austin était assis entre eux, son visage étant un masque d'arrogance transpirante qui fondait rapidement en une pure panique absolue. Il regardait la table en acajou poli, les carafes d'eau haut de gamme et la vue allant du sol au plafond de la ville qu'il pensait avoir conquise. Je ne me suis pas assise. Je me tenais en bout de tablée, à côté de moi, se tenait Marcus Thorne,
tenant une lourde chemise de couleur manille. Ce n'était pas seulement un dossier. C'était une décennie de leur avidité reliée dans du papier de format légal. Je m'appelle Chloé Vance, ai-je commencé, ma voix aussi stable que les poutres en acier de ce bâtiment. Et pendant 26 ans, j'ai été la fille que vous avez oubliée. La fille que vous avez utilisée comme ligne de crédit. La fille que vous avez laissée sur un trottoir pour pouvoir jouer à la famille à Hawaï. Chloé, chérie, soyons raisonnables, a commencé ma mère, sa voix essayant de retrouver cette vieille douceur manipulatrice. Les familles ont des malentendus. Nous gérions juste les actifs. Nous allions te rembourser. J'ai regardé Marcus. Il a hoché la tête et a fait glisser le premier document sur la table. C'était une feuille de calcul, un audit à code couleur de 72 lignes de chaque dollar qu'ils avaient jamais touché. Parlons de me rembourser, Sarah, ai-je dit, utilisant son prénom au lieu de maman. La colonne A représente le prêt relais de 60 000 $ que j'ai signé quand j'avais 21 ans. La colonne B montre les paiements mensuels. Pendant 5 ans, j'ai payé chaque centime. La colonne C montre vos contributions. 0. 0. 0. Richard a essayé de parler, mais je l'ai coupé. Ensuite, il y a le compte d'investissement secondaire, mon fonds d'urgence. Vous vous êtes fait passer pour moi afin d'y accéder. Vous avez retiré exactement 52 500 $ au cours des 8 derniers mois. Vous les avez dépensés pour un appartement à Maui, un véhicule utilitaire sport de luxe de l'année 2024 pour Austin et des cocktails à la feuille d'or. Ce n'est pas un malentendu. Aux États-Unis, cela s'appelle de la fraude électronique et du vol d'identité. Les yeux d'Austin se sont dardés vers le papier. Je ne savais pas que c'était volé, Chloé. Ils m'ont dit que c'était un dividende familial de l'entreprise. L'entreprise qui a fait faillite il y a 3 ans, Austin, ai-je demandé, me penchant sur la table. Celle que j'ai discrètement liquidée et dont j'ai payé les dettes pour que vous ne vous retrouviez pas tous dans un refuge pour sans-abri. Tu n'as pas demandé d'où venait l'argent parce que tu t'en fichais. Tant que le réservoir était plein et que tes costumes étaient sur mesure, tu étais heureux de laisser ta sœur inutile payer la facture. Marcus a ensuite produit les éléments les plus lourds, le contrat de location illégale. Ceci, a dit Marcus, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, est le bail que vous avez signé avec un tiers pour la propriété sur la promenade Oakmer. Vous avez accepté un dépôt en espèces de 50 000 $ sous la table pour une maison que vous ne possédez pas légalement. C'est un vol qualifié et une fraude immobilière. Les victimes ont déjà été contactées et leurs déclarations font partie du dossier criminel. Le visage de ma mère est devenu blanc comme un fantôme. Elle a regardé Richard, mais il fixait ses mains, qui tremblaient de façon incontrôlable. La prise de conscience s'installait enfin. La fille invisible avait été la seule chose qui les avait empêchés d'être dans le noir pendant une décennie, et maintenant elle avait allumé les lumières. J'ai 2 versions de la prochaine heure préparées, ai-je dit, faisant signe à Marcus d'étaler 2 ensembles séparés de documents. La version 1, ai-je pointé vers la gauche, est la voie criminelle. J'ai déjà autorisé Marcus à remettre ses dossiers au bureau du procureur du comté de King. Compte tenu des montants et de l'intention documentée de frauder, vous risquez de 10 à 15 ans chacun. Austin, en tant que bénéficiaire de fonds volés et complice du vol d'identité, tu partageras une cellule avec des gens qui ne se soucieront pas de ton diplôme universitaire d'élite. Tu ne ferais pas ça, a chuchoté Sarah. Nous sommes tes parents. Vous êtes mort pour moi au moment où vous m'avez envoyé un message pour que je fête mon anniversaire sur le trottoir, ai-je répliqué. Maintenant, voici la version 2. Il s'agit d'un accord de libération mutuelle et de séparation. Il comprend une renonciation complète à toute réclamation future sur la succession de Vance Global, une confession complète des crimes financiers commis, qui sera conservée sous séquestre. Et une ordonnance restrictive permanente. Vous céderez ce qui reste des comptes de Hawaï, vous rendrez la voiture que vous conduisez, et vous quitterez l'État de Washington dans les 48 heures. Vous ne me contacterez plus jamais. Ni pour de l'argent, ni pour des anniversaires, pas même pour des funérailles. Richard fut le premier à prendre le stylo. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine former les lettres. Sarah a suivi, sanglotant doucement, la reine de la banlieue réalisant enfin que son trône était fait de cartes volées et de promesses brisées. Austin a signé le dernier, le visage rouge d'un mélange de fureur et de honte. Lorsqu'ils eurent terminé, j'ai pris les documents. Marcus, emmenez-les vers la sortie secondaire.
Je ne veux plus qu'on les voie dans mon hall d'entrée. Je me suis tenu à la fenêtre, regardant la ville alors que les trois étaient escortés dehors. Ils se tenaient sur le trottoir maintenant, pour de vrai cette fois. Pas d'argent, pas de maison et pas de fille pour les sauver. La comptabilité était terminée. Le solde était à 0. Le silence qui a suivi leur départ de la salle de conférence fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Pour la première fois de ma vie, le poids sur mes épaules, le poids de leurs attentes, de leurs dettes et de leur effacement constant de mon existence avait tout simplement disparu. Je me tenais à la fenêtre en regardant les rues de Seattle balayées par la pluie en contrebas, et j'ai réalisé que je n'étais plus cette fille solitaire sur le trottoir. Je ne l'ai jamais vraiment été. Je ne suis pas retourné à la maison coloniale ce soir-là. Je n'avais pas besoin de récupérer un bâtiment pour prouver ma valeur. Au lieu de cela, je suis allé dans un petit bistrot haut de gamme du centre-ville où mon véritable cercle intime m'attendait. Mon directeur des opérations, mon mentor, Marcus, et les quelques amis qui étaient réellement restés à mes côtés quand je n'étais qu'une fille du centre d'assistance technique, étaient tous là. Il n'y avait pas de ballon doré ni de banderole pour le fil en or. Il y avait juste un simple gâteau au chocolat avec une bougie et une petite carte qui disait « À la femme qui a construit sa propre route ». En soufflant la bougie, je n'ai pas fait le vœu que mes parents reviennent ou qu'ils réalisent ce qu'ils avaient perdu. Je n'avais pas besoin de leurs excuses pour guérir. J'avais passé 26 ans à attendre qu'ils me voient. Et à la fin, le seul regard qui comptait était le mien. La famille ne se résume pas au matériel génétique qui coule dans vos veines ou au nom figurant sur un acte de naissance. Il s'agit de ceux qui sont présents lorsque les serrures sont changées. Il s'agit des personnes qui célèbrent vos victoires sans demander un pourcentage, et de celles qui vous tendent la main lorsque vous êtes réellement sur le trottoir, pas de celles qui vous y poussent. Mes parents m'ont donné la vie, mais ils ne pouvaient pas me donner d'amour. Et en regardant autour de cette table ma famille choisie, j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé exactement ce que je cherchais. Je suis Chloé Vance. Je suis la directrice générale de Vance Global. Je suis une bâtisseuse, une survivante et, pour la première fois, je suis vraiment chez moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez déjà dû fuir une situation toxique pour vous sauver, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Certaines portes se ferment pour que de meilleures puissent s'ouvrir. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager votre propre parcours de résilience. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de justice et de vérité. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas une transaction.